Il est à la tête de l'une des plus belles success stories belges. L'entreprise Schreder est plus que centenaire. Elle est leader mondial dans les solutions d'éclairage public intelligent. Cette société a remporté le titre prestigieux d'entreprise de l'année en 2024. Bonjour Philippe Felten. Bonjour Frédéric et merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on ressent quand on est à la tête d'une telle entreprise qui compte 2600 collaborateurs et qui est présente dans plus de 70 pays? Alors, on a d'abord évidemment une fierté parce que je pense qu'on a une entreprise belge, effectivement familiale, qui a réussi depuis très longtemps à se positionner à l'international et aujourd'hui, effectivement, qui est reconnue pour son savoir-faire. Et on a une certaine fierté du savoir-faire technologique, mais aussi de la qualité, je dirais, d'entrepreneuriat et de partir à l'export principalement et de réussir loin de nos frontières. C'est facile au quotidien de gérer ça? Alors c'est certainement compliqué et je dirais qu'on... Comme beaucoup de CEO, je pense, nous travaillons aujourd'hui dans un environnement, vous le savez, très complexe, avec une géopolitique très présente et des surprises de mois en mois. Alors, une guerre en Ukraine, des tarifs. Nous sommes actifs, nous avons une usine en Ukraine, donc on est fortement affecté. On a des tarifs aux États-Unis. On a fait l'acquisition l'année passée aux États-Unis. Et notre quotidien est fait de ce genre de surprises. Et la vie d'un CEO aujourd'hui n'est plus un long fleuve tranquille. On doit vraiment jouer de flexibilité et d'agilité. Vous êtes quel type de manager? Vous vous définirez comment? Alors, je suis un manager, je dirais, plutôt stratégique. C'est-à-dire, je pense au départ qu'on doit toujours avoir une vision très claire de là où on veut aller et que cette vision, elle doit aussi s'inscrire dans le temps. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de changer toutes les années d'axe de stratégique, mais c'est surtout le succès vient du fait de garder un axe stratégique et chaque année, petit à petit, de s'améliorer dans ce qu'on fait. Mais il est évident que les conditions macroéconomiques ou géopolitiques peuvent avoir une influence et il faut jouer d'un petit peu d'agilité, mais ne pas changer quand même ces grands principes, ou en tout cas la vision principale qui nous réveille, ou en tout cas pour laquelle on se réveille tous les jours. Alors, on ne va pas explorer tout votre CV, mais qu'est-ce qui fait que vous êtes arrivé chez Schreder il y a 6 ans et que vous en êtes devenu le CEO il n'y a même pas un an? Oui, c'est un parcours un peu particulier, je reconnais. Donc, moi, j'ai eu une carrière à l'international et je dirais, à partir d'un certain âge, j'avais envie de rentrer dans des conseils d'administration de sociétés en Belgique pour revenir un peu sur le terrain belge et d'aider des entreprises à grandir. Et Schreder a été, pour moi, une très belle aventure quand j'ai rejoint le conseil d'administration de l'entreprise en 2017 déjà. Et donc, j'ai, je dirais, participé à l'évolution de cette entreprise, mais j'y suis tombé vraiment un peu dans la sauce, on le dirait, ou dans la soupe, dans le sens où cette entreprise a énormément de caractéristiques qui correspondaient aussi, dans son développement, à un moment où je pouvais leur apporter, par mon profil, je dirais, l'évolution suivante. Et donc, ce hasard, qui n'était pas sur mon calendrier vraiment, est un hasard d'une rencontre super intéressante avec à la fois des actionnaires très attachés à leur entreprise, un business qui évolue très rapidement sur le plan technologique et quelque part je suis retombé dans une passion importante qui me tient éveillé et qui me fait beaucoup plaisir. Alors je l'ai dit, Schreder est une entreprise plus que centenaire, fondée en 1907, 4e génération familiale dans l'actionnariat. Comment vous expliquez son succès et sa durabilité au sens premier du terme? Alors il y a plusieurs éléments qui expliquent cette durabilité. Effectivement, c'est assez remarquable d'être aujourd'hui à une 4e génération, même la préparation d'une 5e génération bientôt, avec une entreprise qui a toujours eu une vision très long terme de son développement et une famille très attachée émotionnellement à l'entreprise, mais en même temps qui a mis en place une gouvernance très stricte qui a permis justement ce transfert de génération en génération. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que chaque génération a apporté sa propre impulsion. Une impulsion très technologique au départ, puisqu'on fait d'une famille qui a décidé que tous les garçons devaient être ingénieurs dans les années 20. Et donc, on a directement un impact très important sur la R&D et sur l'aspect technologique. Et puis, un de ces enfants a fait des études d'ingénieur, mais il était passionné, lui, par l'internationalisation, par le monde, et son rêve véridique, c'était en fait d'être diplomate. Et il est devenu quelque part le premier commercial. Après la Seconde Guerre mondiale, il a voyagé dans le monde entier, et il a ouvert les portes du monde à Schreder. Et donc là, on a un deuxième élément qui est l'internationalisation du groupe. Et dernier élément, c'est le fait qu'effectivement, c'est une famille qui a la volonté de réinvestir chaque année dans l'entreprise et d'avoir une vision très long terme. Et ça nous aide évidemment à positionner nos choix et nous ne sommes pas sous la pression boursière, nous ne sommes pas sous une pression d'analystes extérieurs, nous avons notre propre dynamique et c'est évidemment très agréable de travailler dans un contexte de ce type. Une autre recette du succès, c'est, je suppose, l'innovation. Vous êtes au départ entreprise électrique pour devenir de plus en plus technologique? Oui, tout à fait. Alors c'est d'abord une entreprise qui a travaillé, qui est née dans le domaine de l'électricité, puisqu'en fait l'origine c'est vraiment la fabrication de tableaux
tableaux de distribution électrique qu'on retrouvait dans les rues. Et ça, c'était pas l'éclairage, c'était vraiment le tableau de distribution. Sorti de Seconde Guerre mondiale, il y a eu vraiment un focus sur l'éclairage extérieur public, et c'est un secteur sur lequel finalement le métier était d'ailleurs plutôt mécanique, puisqu'en fait on achetait des lampes, et le métier, il s'agissait de développer des réflecteurs, qui est une pièce mécanique dont la forme va influencer la distribution de la lumière. En fait, ceci nous a conduit jusqu'aux années 2009-2010, où là, il y a un bouleversement majeur, une forme de tsunami technologique, qui est le passage à la LED, que tout le monde connaît, puisque la LED a envahi nos résidences aussi et nos domiciles. Et ce passage à la LED nous a fait passer d'un monde mécanique à un monde électronique. Et là, évidemment, c'est aussi l'ouverture vers des solutions digitales. Donc, c'est pas seulement l'électronique, mais c'est aussi l'électronique et le pont vers des solutions digitales et des services vers nos clients. Ce que vous voulez dire, c'est que l'éclairage public devient de plus en plus intelligent, on va lui adosser de plus en plus de services annexes. Oui, tout à fait. Donc la première idée, c'est effectivement qu'à partir du moment où l'éclairage est électronique, on peut le gérer à distance. Et donc, au lieu d'avoir une armoire comme on a sur les autoroutes, qui à une certaine heure allume ou éteint l'éclairage en fonction d'un horaire été-hiver, on va s'adapter aux conditions climatique, aux conditions extérieures de l'environnement et n'allumer que quand c'est vraiment nécessaire. Tout cela est fait évidemment avec un objectif de réduction de consommation énergétique. Mais à partir du moment où on est capable de gérer cet éclairage, et comme les poteaux sont installés dans des villes, sur des axes routiers, sur des accès principaux, mais on peut ajouter tout un nombre de capteurs qui vont enrichir. Qu'est-ce qu'on pourrait faire concrètement ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Alors, on peut faire pas mal de choses. On peut utiliser des capteurs qui vont mesurer l'environnement et prendre des informations concernant la qualité de l'air, par exemple. On peut mettre des systèmes qui vont détecter la concentration de population pour des questions de sécurité. On peut imaginer sur les poteaux des boutons d'arrêt d'urgence qui permettent d'appeler les forces de police s'il y a un événement qui se passe dans la rue. On peut même, et on le fait déjà aux États-Unis, on met des microphones qui détectent le son d'une arme pour dire directement à la police, il y a un endroit sur un campus universitaire américain, il y a à tel endroit un bruit d'arme de tel type et il faut agir rapidement. Donc on peut aller très loin, on peut aller dans le trafic puisqu'en fait, effectivement, on peut aussi mesurer le trafic et influer sur les feux de signalisation. C'est des choses qui sont en train de se tester et en train de se mettre en place, mais on est dans une phase de ascendante, d'innovation encore, qui nous réserve beaucoup de surprises. Voilà, on n'y est pas encore complètement. Alors, paradoxalement, on a le sentiment que Schreder est peu connu du grand public, sans doute parce que vous êtes dans le B2B. Est-ce que vous pouvez donner quelques exemples de monuments emblématiques à travers la planète entière que Schreder illumine? Voilà, donc c'est effectivement un paradoxe dans le sens où l'entreprise n'est pas très connue, effectivement. Or, ces produits envahissent notre quotidien. Ce matin, sur votre route, sur ma route, je suis sûrement passé sous des éclairages Schreder. Et donc, ça fait partie de vraiment du mobilier urbain et donc de notre vie quotidienne. La particularité, c'est qu'effectivement, nos solutions sont installées partout, alors soit sur des grands axes routiers, soit à l'intérieur des villes. On peut citer des monuments aussi emblématiques comme la Mecque, les Champs-Élysées, le Colisée, le pont de Sydney qui est éclairé par nos solutions. Et donc on a un nombre de références incalculables et très glorieuses. Mais bravo. Alors je l'ai dit, vous êtes présent dans plus de 70 pays, sur tous les continents. Un chiffre d'affaires en 2023 assez spectaculaire de 564 millions d'euros. Est-ce que vous pouvez encore grandir? Sky is the limit? Alors je pense qu'il y a toujours une possibilité de grandir et l'innovation est un driver important de cela, mais c'est deux éléments, c'est l'innovation, et on y reviendra tout à l'heure sans doute, c'est la durabilité également, qui est un autre driver de croissance, et puis aussi le fait qu'on a des segments, l'éclairage extérieur ne concerne pas que les routes ou que l'intérieur des villes, nos éclairages vont aussi sur des stades de sport, vont aussi dans des gares, dans des aéroports, et donc cet éclairage extérieur peut vraiment envahir de nouveaux segments. D'autre part, il y a des géographies dans lesquelles on est très fort, et des géographies dans lesquelles on est présent mais pas encore très fort, donc des croissances sont tout à fait envisageables, et puis toute la notion de service et la notion de smart city, c'est évidemment le fait que nous sommes en train de nous déplacer d'un fabricant d'éclairage à devenir finalement le partenaire des villes pour améliorer, ou pour en tout cas aider les villes à améliorer leur efficience et l'efficience de leurs assets. Alors évidemment, on a parlé innovation, parlons durabilité. Vous êtes par définition un grand consommateur d'énergie avec vos produits. Comment vous relevez ce paradoxe écologique? Oui, alors c'est vrai qu'il y a une prise de conscience dans l'entreprise, et surtout principalement de l'actionnaire. Il y a déjà plus de 7 ans où l'actionnaire et la 4e génération a voulu vraiment donner cette impulsion
de sustainability et de dire, voilà, on a un impact important, comme vous le dites, parce qu'effectivement, pour une ville, la facture la plus importante en énergie, c'est bien sûr l'éclairage public, et la seconde, c'est généralement les chauffages et la gestion des bâtiments publics. Mais l'éclairage a un poids très important. Et donc, notre première mission, c'est de faire en sorte qu'on puisse éclairer tout autant avec le moins d'énergie possible. Et là, on a une mission fondamentale à réussir. Et donc, ça se passe sur la consommation d'énergie, mais également dans le design des produits, utiliser des matériaux recyclables, parler de solutions rétrofitables, c'est-à-dire qu'en fait, un éclairage va avoir une vie beaucoup plus longue, et on peut facilement échanger des modules pour allonger sa vie tout en respectant son esthétique, gardant le pôle identique, et essayer de trouver des solutions qui font qu'on va utiliser des matériaux recyclables et offrir une solution au client qui fait qu'en fait, c'est pas simplement qu'on veut aider notre client, mais on va principalement aider justement nos clients à atteindre un niveau de consommation moindre et en cela participer à leur effort en matière d'empreinte carbone. Je suppose que le département R&D, Research et Développement, est essentiel chez vous. Alors c'est essentiel et c'est aussi une part d'investissement très important. On a aujourd'hui plusieurs centres de recherche et développement qui sont en fait splittés dans le monde parce qu'en fait les marchés ont des dynamiques différentes. Il faut être proche des clients. Une des particularités de Schneider, c'est certainement son intimité avec le client. Et en fait, quand la R&D est proche du client, c'est là qu'on extrait la valeur de ce que le client attend et c'est là qu'on peut la transférer rapidement en solutions disponibles sur le marché. Et donc, c'est très important que ce chemin soit le plus court possible. Donc, avoir une R&D centralisée, je dirais, à un endroit du monde, ce n'est pas le footprint idéal. On a vu, bien sûr, des compétences très fortes en Belgique. C'est le berceau de l'entreprise et on les maintient. Mais on a aussi des R&D qui sont plus proches de nos marchés pour essayer de capter au plus proche de la demande du client. On arrive tout doucement à la fin de cette interview. Je l'ai dit en introduction, Schneider a été élu entreprise de l'année 2024. Un titre pareil, qu'est-ce que ça change au quotidien ? Alors je pense que d'abord, c'est pour les collaborateurs, c'est une véritable fierté, puisqu'effectivement, on a enregistré une croissance très significative durant ces dernières années par des efforts importants, qui sont des efforts sur la durabilité, des efforts sur le catalogue produit, des efforts aussi de croissance à l'international. Et donc pour le personnel, je pense qu'il y a d'abord une première satisfaction. D'autre part, en termes d'attractivité, nous cherchons toujours des talents, des ingénieurs. Vous savez que dans le développement de toutes nos solutions smart, il faut des ingénieurs aussi en IT. Ils sont recherchés, toutes les entreprises les recherchent. Et donc participer, je dirais, à un effet vitrine, il y a évidemment une fierté, mais aussi quelque part aussi le fait qu'on est plus exposé. Et vous l'avez dit tout à l'heure, Schneider est une entreprise plutôt discrète. Et donc on est tout d'un coup, ce qui est un peu paradoxal, sous les feux de la lumière. Et c'est pas tout à fait notre habitude, ce qui est un peu particulier. Bon, on leur a compris le message, c'est que vous recrutez encore. Donc on invite nos téléspectateurs à vous solliciter. Philippe Felten, merci beaucoup d'être venu nous raconter la belle histoire de Schneider dans nos studios. Schneider, c'est dans la boîte.